¿qué tal? Hola, papá. Hola, bien. Que me ha costado mucho, ¿eh? No. Sí, pero la próxima vez no volverá a pasar. ¿Eh? La próxima vez no pasará eso, ya verás. Muy bien. Mandaré un recordatorio con instrucciones. Vale, ¿habéis empezado o qué? No. Estamos esperando, no te preocupes. Vale, Tengo que hacer ok. una comprobación. Vale, ya está Y, grabando. y Sayo está, Sadia ¿ya? está conectada. Lo que no sé Ok. si nos está escuchando en Bonjour este momento. papa, tu Bonjour, Oui, m'entends? Sayo. oui, Sadia. Alors, très bien. Alors, on peut commencer. Très bien. Je m'excuse hein, du retard là, parce que j'avais des problèmes pour me connecter avec mon téléphone. Parce que d'abord, il fallait entrer dans mon Zoom que j'avais fermé et j'avais oublié mon password. Donc, c'est tout le problème là. C'était... Ah, c'est pas grave. Bref, donc, Sayo, je ne sais pas, Joan, comment organisamos? Euh, Tu vas parler d'abord, papa? D'accord. OK. Hein? Ah, tu vas OK. commencer après. Après, Sadia va parler. Voilà. Donc, voilà. Donc, je commence parce que moi, je fais une présentation un peu générale. Ben voilà. Donc, je vais parler un peu de toute, en fait, de l'hydrographie du Sénégal, quoi, la gestion de l'eau et puis voir un peu les liens avec les migrations, quoi. Sayo, I'm very sorry, but I'm going to do that in Spanish. ¿Ça va pour toi, Sayo, pour l'espagnol? Ou ça va pas, mais si tu as un diapo, tu m'expliqueras plus tard. Non, j'ai pas de diapo, mais parce que tu vas Il n'y comprendre a tout, pas de quoi. souci, il n'y a pas de souci. Je Tu vas vais tout deviner. comprendre Ouais, parce que tout ça là, tu l'as appris au il n'y a pas de secondaire. souci. Vas-y, vas-y. Right. Entonces, he enviado a Isolda este mapa, que es un mapa que realmente muestra la red, los recursos del agua en Senegal. No sé dónde empezar. Entonces, en Senegal, como en otros lugares, el agua es un pilar fundamental de la economía nacional, eso es claro. I mean, el agua conecta ecosistemas que son muy frágiles con las necesidades vitales de las poblaciones, a la vez que determina la dinámica de la agricultura, sobre todo la ganadería y también, y aún más los flujos migratorios. ¿Cómo se llama? Este análisis introductorio yo lo haré en torno en tres ejes. Uh, el primer eje será la arquitectura de la red hidrográfica. El segundo eje sería los desafíos de la gestión, gobernanza del agua. Y un tercer eje será el impacto del agua en la estabilidad de las poblaciones y las migraciones. Eso para dar un poco también, ir un poco al punto del proyecto. Sobre el primer eje, lo que puedo decir es que Senegal está, el país tiene una estructura en torno de cuatro cuencas principales. El río Senegal, que es el sexto en África, que es un río muy importante, creo que Joan la ha visto, la desembocadura va a San Luis y nace en Guinea Conakry, que es la French Guinea, Guinea francesa, como se llama, y está gestionado por una institución que se llama el OMBS, que es la Organización de la Mise en Valeur du Fleuve Senegal, Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal, si lo podemos traducir así. Entonces tenemos también el río Gambia, que cruza el país en el sur. Todo esto es en el mapa. El río Casamas, que también se originó en una ciudad que se llama Fafakuru,
que está en el noreste de la ciudad de Kolda, en el sur, y el río Kayanga, que también nació en Futayalón. Casi todos los ríos de Senegal nacieron en Guinea, French Guinea, en las montañas del Futayalón. Y se convierte en río Jeba, que arraiga todo, ¿cómo se llama? La Guinea-Bissau. También abastece las zonas agrícolas del sur mediante presas, como uno de los presas más conocidos es Ñanduba, que está en la cuenca del Anambe. Esas son las cuencas. Y después hay lo que se llama las reservas estratégicas de agua dulce. Una de las reservas más importantes, si veis el mapa, veis el lago de Guiers, que es un lago más importante, que es la principal reserva de agua dulce del país, que alimenta todo, está alimentado por el río Senegal, pero es el corazón del sistema de distribución del agua potable en los centros urbanos. Esto alimenta Dakar y todos los urbes que son Thiès y ¿cómo se llama? La Petite Côte, las grandes ciudades como Mbour y todo eso, y una red muy importante dentro de Senegal. Su conexión con el uso doméstico, el trasvase del agua desde las zonas hidrográficas hasta el centro de consumo, que son Dakar, Thiès y las grandes ciudades, está basado en grandes infraestructuras que son gestionadas por una sociedad nacional que se llama la SONES, la Sociedad Nacional de Eau du Senegal, y explotadas por su filial que se llama Sen'Eau. Sen en Wolof es como nuestro, o es agua, nuestra agua. Es la filial comercial. Entonces, y hay dos fábricas, se llama Usine des Eaux, dos fábricas de aguas en Kermomarsar, que están muy cerca del lago de Guiers, que alimenta Dakar y todo Senegal. Estas fábricas están situadas en las orillas del lago de Guiers y tratan del agua antes de transportarla a través de tuberías de más de 200 kilómetros. Y vienen de allá. Todo está en el mapa también, bueno, el lago de Guiers. Y en el 2021 han construido una otra gran empresa nueva, que es una mayor infraestructura hidráulica del país, que es capaz de producir algunos como 200,000 metros cúbicos adicionales al día para asegurar el abastecimiento de la península de Cabo Verde, digamos de Dakar. Dakar se llama la península de Cabo Verde en la colonización. Tenemos también aguas subterráneas que representan aproximadamente 85% del agua potable a nivel nacional, y en particular a través de pozos rurales que son gestionados por una empresa que se llama OFOR, Oficinas de Perforaciones de Pozos en Medio Rural. Eso es el OFOR, eso es el medio rural, que es un establecimiento público de carácter industrial y comercial que se encarga de la gestión del patrimonio hidráulico en medio rural. Y luego, sí, bueno, sabemos que en Senegal el agua evidentemente es muy importante para la agricultura y la ganadería. Entonces, y la gente lo usa mucho para regar, y sobre todo en el norte, y también para la ganadería hacen muchos pozos de pastoreo, y el acceso al agua fluvial ha reestructurado las rutas de transhumancia y creando territorios agropastorales. Eso también es. Hay también en el norte una presa que se llama Llama, que es muy importante. Está a unos 30 kilómetros de la Universidad de San Luis. No sé si Joan has estado, pero es una presa muy importante que también permitiendo el riego durante todo el año en el delta de Senegal.
Entonces, por el segundo punto, hablando de la gobernanza, la gestión del agua, la gestión del agua en Senegal constituye un importante desafío estratégico marcado por el creciente estrés hídrico. Bueno, los geógrafos ya sabemos que lo es un estrés hídrico, es cuando son menos de 1.700 metros cúbicos por cápita y año, hablamos de estrés hídrico. Pero cuando va menos de eso y va más abajo de eso, pues hablamos de escasez de agua. Eso es también importante para el vocabulario, para saber. Sin embargo, Senegal se está posicionando como líder en la gobernanza global porque está preparando, no sé si lo sabéis, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en Dakar. Creo que sería en septiembre o noviembre, quizás Tayo nos podrá decir, la conferencia de Nations Unies sur l'eau, je crois que c'est en septiembre o bien novembre, je ne sais plus. Sería interesante que participamos también a eso, no sé. Disculpa, he subido información de justo de lo que hablas en RedWorks. Que te comentaba que lo que estabas hablando hace nada de Dakar, he subido información referida a este tema en RedWorks. Ok. Entonces, el sector de agua está también estructurado en torno de lo que se llama la Carta de Política Sectorial desde 2016, que está orientada a la gestión integrada de los recursos. Entonces, hay una gestión urbana, ya se ha explicado con la CNO, que es la empresa comercial de la multinacional Suez. Creo que sabéis la Suez, que es una empresa internacional que tiene muchas blancas en muchos países y hace la gestión técnica, a veces gestión de producción, distribución en las zonas urbanas. Tenemos también muchas empresas de Marruecos. Creo que en el norte de Senegal ya tenemos algunos. Yo quizás podrá explicar eso. Por la gestión rural he hablado de OFOR, que es la oficina de perforaciones de pozos en medio rural, también que quieren delegaciones de servicios públicos para modernizar los pozos. En el nivel de financiamiento hay una estrategia de desarrollo nacional de desarrollo 2025-2029 que prevé inversiones masivas con un aporte del sector privado, con lo que llaman los le public privé, les APP, asociaciones público-privados. Quizás señalar también algunos aspectos ligados con, digamos, el estrés hídrico y cambio climático. Hay muchas alteraciones del clima que provocan sequías prolongadas, en particular la zona de Ñay, donde hice el año pasado mi fieldwork y donde los resultados es el artículo que he enviado a Joan sobre las minas. Esta es la zona de Ñay. Es una zona donde hay mucha agua y se llaman el granero de Senegal. También hay la salinización de las aguas en muchos lugares de Senegal, como en Casamance. Bueno, la presión demográfica también. Hay mucha gente, entonces se tiene que proveer mucha agua. Hay también problemas ligados a la calidad y la contaminación de los recursos que están amenazados por los pesticidas agrícolas, los vertidos industriales y la falta de sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso también. Y también tenemos muchas inundaciones, como lo que pasó en Valencia. Tenemos muchas inundaciones. Y el país enfrenta inundaciones recurrentes durante la temporada de lluvias y vinculadas a intensas precipitaciones y al mal uso del espacio urbano. Eso también lo tenemos. Bueno, para terminar, el tercer punto, bueno, recursos hídricos y migración.
En Senegal el agua es a la vez el motor y el obstáculo para la movilidad humana. El vínculo entre los recursos hídricos y la migración gira en torno a tres dinámicas principales: el éxodo rural, forzado por las sequías, las migraciones circulares para la supervivencia, bueno, y los nuevos proyectos de resiliencia destinados a estabilizar las poblaciones. El estrés hídrico está transformando realmente la demografía de Senegal. Los periodos prolongados de escasez de lluvia y una disminución del 35% en las precipitaciones desde 1996, que es importante, están empujando a los jóvenes rurales, el 95% de las cuales dependen de la agricultura, estos jóvenes van hacia los centros urbanos. He estudiado esto también en mi fieldwork, en el último proyecto en la región de Luga, y creo que tenemos que producir más artículos en eso. La diáspora senegalesa es un actor clave porque invierte mucho dinero anualmente en las infraestructuras hídricas locales para compensar el ausencio o el fallo de las redes públicas. Los inmigrantes senegaleses se han convertido en actores claves en la gestión del agua. Invierten en construcciones de pozos, o lo que se llama los torres de agua, el forage, y esos torres o pozos a veces cuestan entre 20 y 50 millones de francos CFAs, no sé cómo es el euro. Depende de la capa freática porque son aguas subterráneas, y invierten en sus pueblos de origen. Sus inversiones compensan en ocasiones la ausencia del Estado para retener la población, para que no migren en busca de agua o otros tipos de trabajo. El Estado está también respondiendo actualmente con algunos proyectos de resiliencia, como hay uno que se llama Promoren, como lo oís, Promoren, que es el proyecto de movilización de recursos hídricos para la cuenca de Ñanija, que es en la región de Kaffrine, en el centro de Senegal. Este proyecto de mucho dinero pretende captar 46 millones de metros cúbicos de agua dulce para asegurar la agricultura y la ganadería, así reduciendo la necesidad de migración. También existe la iniciativa de la Gran Muralla Verde, que busca restaurar tierras y ofrecer un futuro local a los jóvenes. Hay unas zonas en el centro de Senegal, en la región de Diourbel, que se llaman Niakhar o Ndiayene. Hay una fuerte migración estacional que ayuda a diversificar los ingresos entre la imprevisibilidad de las lluvias. Y esto también el gobierno trabaja como esto. Y para terminar, hay un programa que se llama PAISD, que es el Programa de Apoyo a Iniciativas Solidarias para el Desarrollo. Es un programa entre Francia y Senegal, y Francia en muchos países, creo que en Marruecos también existe, y que permite la cofinanciación, el co-desarrollo de proyectos de la diáspora, y también hay el concurso, bueno, la Agencia Francia de Cooperación también pone dinero en esto, y estos proyectos concretamente se están realizando en el norte de Senegal, en Matam y San Luis, y eso es una cosa también. Y hay muchos proyectos como estos financiados por migrantes en la valle del río Senegal. Hay muchos. Creo que de momento puedo pararme aquí, y si hay preguntas al final de todo ya puedo aportar algunas respuestas. Y dejo la palabra a Tayo. Tayo, a vous. Gracias, Papa. Thank you. Merci beaucoup, papa.
Je partage mon écran. Ok. J'ai presque tout compris. Tu vois, je t'avais dit. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Si. OK. Alors, je vais y aller. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à me ralentir. Merci beaucoup, papa. Merci, Joanne. Et merci beaucoup à tous les participants de nous avoir laissé le temps, mais aussi de nous donner l'opportunité de partager ici quelques, voilà, je dirais quelques informations liées à la thématique de la migration et de l'eau. Et une thématique à partir de laquelle je vais plutôt axer mon propos à, sur des résultats quelque part, mais aussi sur des explorations qui sont en train d'être faites actuellement au sein du laboratoire Genre, Transformation et Société de l'Université Gatson-Berger, donc que je coordonne, et mais aussi en partant des travaux que j'ai eu à mener dans le passé avec Papa Sow, notamment sur ces questions hydriques. Alors, donc, pour commencer, j'ai intitulé cette présentation aujourd'hui Pollution et accès à l'eau au nord. Je voudrais dire la région de Saint-Louis et dynamique de genre, une lecture croisée des enjeux hydriques, climatiques et sociaux. Alors, pourquoi parler de cette thématique? Parce que quand on regarde la région de Saint-Louis, on sait que c'est une région qui se situe par rapport à cette thématique dans un contexte assez marquant en termes de rareté de l'eau, puisque c'est un endroit où on peut dire une région qui est très concernée par les questions de l'avancée de la mer, mais aussi par tous ces enjeux et pressions écologiques qui s'exercent dans cette région et qui posent la question de l'eau comme une question sociale en termes de politique de gouvernance aux frontières, mais aussi en termes de gouvernance d'accès à ces politiques de l'eau ou en termes de gouvernance aussi en termes de politique économique et sociale quand on voit les questions de transhumance, mais aussi la qualité de l'eau, mais aussi des usages qui impliquent beaucoup de conflits dans la région, notamment autour des usages de l'eau. Alors, juste un petit aperçu sur la situation hydrographique de Saint-Louis, dont papa a rapidement parlé tout à l'heure, qui, à travers cette image, donne un petit aperçu pour montrer comment la région de Saint-Louis est entourée par l'eau, mais aussi avec tous ces enjeux que je viens d'évoquer, environnementaux, mais aussi liées à l'habitat, mais aussi liées à toutes ces questions de gouvernance. Alors, ce qui nous permet aujourd'hui d'appréhender cette question hydrique vraiment en perspective de commun. Commun parce que ça engage plusieurs enjeux de gouvernance plurielle surtout quand on tient compte de toutes les initiatives, les programmes, les politiques publiques que l'État du Sénégal, depuis 80, essaie de mettre en place, notamment pour organiser, mais aussi pour permettre un accès de qualité à l'eau, mais aussi une gestion qui puisse faire face à tous ces enjeux environnementaux. Mais l'évaluation de ces différentes politiques de gouvernance, peut-être sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui parce que ça demande beaucoup plus de détails, ont abouti à une conclusion qui dit clairement que l'État a plus contribué à privatiser l'eau en mettant des partenaires publics-privés, mais aussi en mettant en essayant d'impliquer davantage les communautés à la gestion de l'eau. Et je crois que papa en a parlé aussi tout à l'heure en ce qui concerne la mise en place des ASUFOR, qui sont des privés qui gèrent l'eau comme compétence transférée de l'État. Partant de ce cadre de gouvernance, on voit que l'eau est devenue une marchandise qui crée beaucoup de tensions sociales et de rapports de pouvoir sur tous ces territoires-là. Et nous, on s'est intéressé particulièrement à ces enjeux de gouvernance, mais aussi de rapports de pouvoir entre privé, public, mais aussi communauté. Et d'autant plus que le changement climatique exerce une pression
très forte qui implique des migrations climatiques. La région de Saint-Louis est aussi une région qui est très confrontée à ces questions. Quand on voit la transhumance aux frontières entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi les conflits fonciers, les conflits autour de la pêche, qui impliquent des mouvements de migration climatique entre ces deux pays. Peut-être il y en a sur le sud ou l'est ou l'ouest, mais le focus de mon propos va être beaucoup plus concentré sur la frontière Mauritanie-Sénégal. Et on voit aussi, compte tenu de ces enjeux de changement et de pression écologique, l'eau est devenue une source de compétition qui met en jeu aussi des acteurs différents, notamment avec le barrage de Diama, mais aussi le parc national de Djoudj, qui est devenu aujourd'hui un lieu de cristallisation de cette compétition entre les services déconcentrés de l'État, les communautés riveraines, mais aussi avec les éco-gardes et le partenariat public-privé qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui font de la pollution industrielle et compte tenu des enjeux de santé au pluriel, animale, humaine et environnementale, donc cette compétition est davantage mise en jeu avec cette pression climatique. Parallèlement, on voit que aussi ça implique quand on regarde Guet-Ndar, qui est devenu un abcès, un territoire abcès au confluent de de tous ces enjeux, le déplacement, par exemple, des Guet-Ndariens vers le site de Djougop est aussi un exemple parfait qui montre comment la question de l'eau devient une question transversale au cours de beaucoup de mouvements de population qui se déplacent autour, créant des tensions, des pressions sur les ressources économiques, mais aussi sur les espaces. Alors, pour en rendre compte, j'ai essayé de mettre en avant ici quatre projets sur lesquels ces questions ont été abordées en partant du projet que j'ai coporté avec Papa, ce qui a été financé par le CRDI et qui portait sur l'impact de l'accès à l'eau sur le genre à partir d'une politique de développement communautaire qui s'appelait le PUDC, donc qui avait pour objectif d'outiller les populations rurales pour renforcer leurs économies en équipement, en eau, avec des forages, des équipements post-agricoles, donc pour renforcer les économies rurales, agricoles, de l'électricité, donc renforcer l'énergie, l'accès à l'énergie, et enfin un quatrième, c'est faire des pistes rurales. Et donc, lors de cette première recherche, on a clairement vu que l'accès à l'eau avait des résultats intéressants sur la migration, autant sur l'exode rural des jeunes, parce qu'on a observé des mouvements de retour dans les milieux ruraux, puisqu'ils n'avaient plus besoin d'aller en ville, puisqu'ils avaient accès à l'eau, ils pouvaient faire du maraîchage, ils pouvaient avoir des services, les relocaliser en milieu rural plutôt que de repartir en ville. Donc, il y a déjà eu des informations sur le lien entre eau et migration à partir de ce projet qu'on a brillamment finalisé avec papa et qui aujourd'hui a permis de faire soutenir de mémoire quatre mémoires de master et une thèse de sociologie qui est déjà soutenue et une autre thèse qui va être bientôt soutenue et qui concerne justement le lien entre la migration et l'accès à l'eau sur les dynamiques familiales. Alors, donc, c'est un premier aperçu, mais au-delà, actuellement, nous sommes en train de dérouler deux projets avec Africam, qui est le CIRAD, et qui s'intéresse à la pollution de l'eau, à la gouvernance de l'eau dans le delta du Nord, où on essaie de mettre en place un observatoire éco-citoyen pour voir comment la question de l'eau peut être gouvernée au niveau local, tout en prenant en compte ces enjeux de santé mais de genre qui traversent les communautés qui sont autour du parc de Djoudj.
Le second projet, c'est un projet qui parle aussi des perceptions sanitaires liées à l'eau, mais aussi aux usages, avec une dynamique de genre qui est très présente, ce qui étudie les perceptions, mais aussi la communication sociale autour de l'eau, pour faire des cartographies participatives avec les géographes, notamment pour voir, par exemple, dans le cadre de la fièvre de la vallée du Rift, comment la question de l'eau a permis aussi de pouvoir situer les symptômes, mais aussi les perceptions des santé en ce qui concerne l'élevage, mais aussi la santé humaine, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cancers qui sont remontés par les communautés, mais avec des perceptions étiologiques qui ont besoin d'être confirmées par la carte sanitaire des médecins. Donc, autant d'autres questions qui relèvent aussi de la gouvernance locale de l'eau. Et pour ça, on a un comité intervillageois qu'on appelle le CIV et qui regroupe 7 villages qui sont autour du parc de Djoudj et qui aborde aussi cette question de l'eau qui est vraiment devenue un enjeu de pouvoir entre les services techniques de l'État qui gèrent le parc, les éleveurs qui sont autour du parc et qui cherchent à y avoir accès pour pouvoir abreuver leur bétail, les femmes qui font leur activité autour du parc, les entrepreneurs, donc il y a les privés aussi qui déversent l'eau polluée, donc tout un ensemble d'acteurs qui sont au cœur de ce dispositif. Sorry. Oh. Genre, tu peux gérer mon téléphone, s'il te plaît? Euh, alors, et ce qui nous permet de voir aussi que là, on va faire soutenir un mémoire de Master 2, justement, sur cette question-là, avec la gouvernance de l'eau par rapport aux maladies zoonotiques. Alors, à côté, il y a aussi le projet avec la SAED, la Société d'aménagement du Nord, qui s'occupe de l'agriculture, mais qui travaille beaucoup avec les femmes sur les questions agroécologiques, notamment pour trouver aussi des nouveaux systèmes d'irrigation en contexte de raréfaction de l'eau pour permettre de promouvoir une économie, une agriculture beaucoup plus durable. Donc, c'est juste un petit panorama qui met en évidence non seulement une approche globale qui est une approche One Health et qui vise à appréhender les santé humaines, environnementales et humaines et animales à partir de l'eau, mais aussi pour questionner la gouvernance locale sur les territoires au nord, mais aussi pour voir les enjeux économiques et sociaux, notamment à travers l'entrepreneuriat des femmes, mais aussi par rapport aux santé qui touchent beaucoup les enfants sur les maladies hydriques. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Alors, à partir de ces différents projets, j'ai essayé de voir comment on pourrait appréhender les analyses genrées autour de l'accès à l'eau. Et clairement, par exemple, les entretiens qu'on a fait récemment en janvier et en décembre montrent très clairement dans la suite de ce qui se fait et ce qui a été déjà démontré aussi dans d'autres projets que l'eau est un enjeu majeur pour les femmes parce qu'elles sont principales utilisatrices, mais aussi c'est parce que pour l'eau domestique, pour l'eau agricole, elles ont pas un accès à l'eau. On va dire un accès à l'eau de qualité. Donc la rivière devient leur première source ou comme le dit une de ces femmes, c'est dans l'eau que nous nous abreuvons le bétail et trouvons de la dépense par rapport aux activités qu'elles mènent sur le Tifa, mais aussi sur le nénuphar. Et la plupart des femmes sont aussi faire la lessive. Donc l'eau est vraiment une ressource incontournable pour ces ménages et pour lesquels c'est à la fois aussi une ressource, notamment pour pouvoir générer des activités économiques et sociales. Et cette proximité entraîne aussi des enjeux de santé, mais sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors, par exemple, sur les enjeux économiques, on a vu que dans ce delta du Nord, l'eau de rivière, en plus de servir à l'économie domestique, et aussi à partir du TIFA et
du nénuphar, les femmes font beaucoup d'activités économiques qui sont souvent revendues entre la Mauritanie et le Sénégal. Et les entretiens qu'on a reçus, qu'on a fait récemment en donnent une idée, mais il me semble qu'il sera vraiment intéressant de creuser cette question de la migration par rapport aux enjeux environnementaux sur l'eau, notamment par rapport à l'utilisation du TIFA et et des nénuphars. Alors, quand on regarde aussi à partir de ces différentes enquêtes, on voit que les usages genrés montrent, je viens de le dire, des usages reproductifs très marqués chez les femmes, mais aussi sous-tendus par des normes et des croyances qui ont tendance à à renforcer ces inégalités, tout en sachant que cet usage aussi est très pluriel parce qu'il engage des enjeux domestiques, des enjeux agricoles et d'élevage, mais aussi des enjeux industriels parce que n'oublions pas que nous avons la CSS à côté et il y a aussi la DTV, la direction, je sais plus là, j'ai oublié, et qui reverse beaucoup de pesticides dans l'eau, notamment pour lutter contre quelques ravages, euh, lutter contre quelques oiseaux ravageurs, notamment en ce qui concerne les productions agricoles. Alors, ce qui n'est pas sans entraîner beaucoup de conflits hein, entre les acteurs, peut-être les femmes en première ligne, mais aussi les éleveurs, mais les agriculteurs et les pêcheurs. Donc, dans cette lutte pour la survie à côté des grands industriels, mais aussi des services déconcentrés de l'État qui essaient de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, quand on regarde le rapport des hommes à l'eau, on voit aussi que c'est à la fois une activité économique, et je viens de dire aussi, c'est une activité qui permet d'abreuver les animaux, mais aussi ils ont un rapport à la mer qui renvoie à des imaginaires et qui font que la mer et la pêche constituent les grands espaces qui sont occupés par ces hommes. Et j'ai essayé de mettre quelques verbatims où ils essaient de mettre un peu la différence entre l'eau de surface, où ils restent en pirogue pour pêcher, et l'eau à travers les filets, qu'ils essaient voilà, de nous expliquer un peu comment il y a une différence entre l'eau qu'ils peuvent boire et qu'ils ne peuvent pas boire, qui se trouve au début du jeu de la rivière, au fond de la mer. Voilà, donc il y a toute une répartition qu'on n'a pas toujours compris, mais qui montre que les hommes l'utilisent beaucoup pour la pêche. Et voilà, pendant que les femmes l'utilisent aussi, mais d'une manière très différente. Tout ceci pour renforcer l'économie des ménages. Et avec des rapports de pouvoir hein, entre ces hommes et les femmes sur jusqu'où les femmes peuvent l'utiliser pour les ménages, le manger, le boire, mais avec des dynamiques aussi qui sont très différentes en ce qui concerne ces activités. Alors, quand on regarde les perceptions genrées aussi, on voit que l'eau n'est pas seulement une ressource, mais c'est aussi un lieu pathogène, si on peut dire, où ils sont bien conscients que voilà, l'eau n'est pas toujours potable et qu'il peut être néfaste, notamment pour l'assainissement avec les eaux usées, mais aussi il peut donner lieu à des maladies, ce qui fait que le rapport à cette eau est très figé. Et l'exemple que j'ai choisi ici, c'est de montrer comment la perception de la pollution de l'eau est narrée par ces communautés et qui sont bien conscients que on évacue l'eau des fosses septiques dans le fleuve et ou dans la mer où ils vont se retourner à aller chercher cette eau pour la boire ou pour se laver ou pour faire la vaisselle ou pour irriguer leur champ. Et voilà, donc ça devient un cercle vicieux, mais avec des stratégies vraiment ciblées et très affinées de ces communautés pour essayer de distinguer ce qu'ils font de chaque eau et d'où est-ce qu'ils vont aller le chercher en fonction de l'eau de mer, l'eau de surface, l'eau en périphérie, en profondeur, tout ça. Donc voilà, juste pour dire que là, c'est une image sur les algues, sur la pollution de l'eau, telle qu'il le narre, tout en disant que c'est à la source de beaucoup de problèmes. Mais quand on regarde le, la gouvernance, clairement,
les enquêtes exploratoires montrent très clairement que les femmes ne sont pas dans les instances de décision sur la gouvernance locale, même si elles sont très actives dans leur groupement de promotion féminine, elles ne sont pas invitées à la table et tout en étant les principales utilisatrices de ces taux. Et parallèlement, il y a des conflits sur cette gouvernance, comme je viens de le dire, entre les acteurs économiques et sociaux, pêcheurs, éleveurs, agriculteurs, qui se font la guerre pendant que les services techniques essaient de préserver la nature avec le conservateur du parc de Djoudj. Et pendant ce temps-là, les industriels peuvent déverser l'eau polluée. Et dans tout ce contexte très riche et très fourni, il y a des enjeux. Les jeunes ne sont pas impliqués dans la gouvernance tout autant que les femmes. Alors, quand on regarde les dynamiques intergénérationnelles, et je crois que là, ça peut être intéressant, on voit que les impacts sont vraiment différenciés sur cette question de la pollution et sur les santé, avec une approche globale santé, qui montre que, par exemple, à Gandiol, on a vu qu'il y a des pirogues de jeunes filles qui ont été interceptées. Il me semble même qu'il y a eu un mort parce que c'était des filles de 14 ans qui essayaient de passer par l'embouchure pour pouvoir partir en migration. Et quand on a rattrapé une qui est revenue rescapée, et on lui a demandé, mais pourquoi tu penses qu'à ton âge, tu peux prendre une pirogue et voilà, enfin, voilà, tu peux prendre une pirogue pour aller en Espagne. Elle a dit, c'est parce que je vois ma mère tous les jours, elle trime entre la vente de poissons et le nénuphar ou le tifa, elle s'en sort pas et je me dis que peut-être que voilà, si j'y vais au moins je pourrais l'aider. Donc ce qui fait qu'on voit qu'il y a jusque-là il y avait aussi je parle sous le contrôle de papa, il y avait des mouvements de migration très intéressants mais sur les adolescentes en groupe de filles, à mon avis, c'est intéressant d'explorer ça. Parallèlement, on voit aussi qu'il y a beaucoup de maladies diarrhéiques liées à l'utilisation de l'eau par les enfants tout en voyant à côté aussi les femmes nous remontent beaucoup de problèmes de santé cardiovasculaires, de cancer féminin et qui nécessitent des mobilités de santé vers la Mauritanie. Et on se dit aussi qu'il y a des choses à creuser. En plus de l'entrepreneuriat autour du TIFA et du Nénuphar qui sont revendus en Mauritanie, est-ce que ça implique des mobilités ou des mobilités matrimoniales ou des mobilités géographiques? À mon avis, c'est aussi des points qui pourraient être creusés. Donc là, c'est juste une petite illustration des filles au bord du fleuve dans le parc de Djoudj qui font leur vaisselle, qui vont se laver après et boire un peu et avant de partir. Et voilà. Donc, très rapidement, je pourrais conclure sur ces deux points pour dire que clairement, en termes de gouvernance de l'eau, les femmes ont un véritable rôle à jouer compte tenu de leur rapport à l'eau, qui est un rapport très pluriel, mais qui reste en même temps très périphérique dans la gouvernance de ces eaux, pour ne pas dire de l'eau. Et le deuxième point, c'est de penser aussi la recherche sur ces eaux-là comme un levier d'équité sociale et écologique quand on considère ces questions de santé, mais aussi de déplacement et de mobilité, notamment en termes de développement communautaire. Alors, en termes de perspective, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser au sein du laboratoire GEST, l'équipe Sénégal, compte tenu de la capitalisation de nos recherches depuis le programme CRDI et entre autres des travaux de papa que j'ai aussi entrevus. C'est de creuser le lien entre genre, eau et migration de santé, notamment sur l'axe frontalier Sénégal-Mauritanie de voir aussi comment les pratiques de transhumance familiale, mais aussi professionnelle, notamment en ce qui concerne l'élevage des grands ruminants, peut être aussi mise en avant pour explorer les dynamiques de genre dans ces mouvements de population. Et enfin, regarder aussi les migrations féminines sous le prisme de l'entrepreneuriat avec environnemental, si je peux me permettre, avec le Nénuphar et le TIFA, pour voir et questionner les expériences et les défis des femmes qui migrent en raison des impacts du changement climatique, mais aussi qui entreprennent sur des enjeux de climat. Et qui sont confrontées à des mobilités, mais aussi à des migrations
toujours sur l'axe nord. Voici, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour tout complément. Merci. Merci beaucoup, Sergio. Merci Merci, beaucoup. Sergio. Quería solamente añadir algunos puntos sobre la presentación de ensayo. Creo que hay unas cosas que quizás no entendéis. Cuando habla de TIFA, son las malas hierbas que están en el río Senegal, en todos los ríos, todos los recursos de agua. Es el TIFA, es una planta que invade los ríos. Y cuando habla de Gendar, es un barrio de pescadores que creo que Joan conoce, que ha visitado, que está en San Luis, San Luis. Y cuando habla también del Parque de Juch, es un parque de pájaros que es muy conocido, que es uno de los más grandes, digamos, en África Occidental, donde vienen todos los pájaros de Europa y de otros continentes para, digamos, invernar o algo así. Bueno, y la CSS es la compañía de Sucrier Senegalés. Es una compañía que fabrica azúcar y que también poluye mucho las aguas del río. Bueno, eso quería decir. Gracias. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay, sé pas s'il y a des questions, s'il y a des interventions pour la part des participants au projet. Si queréis plantear tanto a Papa. Sí, Jawad. Hola, no sé si tengo que hablar en español o en francés. Los dos, la mezcla. Bon, d'accord. Je commence par le français parce que je dois féliciter les deux présentateurs pour les excellentes présentations. J'ai vraiment apprécié les différentes explications sur, voilà, sur le rôle des femmes aussi au Sénégal vis-à-vis l'eau et surtout, en fait, j'ai des questions parce que, en fait, les femmes sont souvent citées comme 80% des déplacés climatiques dans le monde. Au Sénégal, je ne sais pas quel pourcentage, si vous avez, en fait, des chiffres, pourcentage d'immigration interne liée à l'eau, au climat, qui concerne spécifiquement les femmes et les filles. Et dans ce cas, quels sont les principaux facteurs aggravants, c'est-à-dire la pauvreté, l'accès à la terre ou les normes sociales? Donc, voilà, mi pregunta es más que nada para saber si hay unas cifras sobre el porcentaje de las mujeres que se pueden considerar como refugiadas climáticas o que han emigrado, digamos, por culpa del clima, y cuáles son los factores que, digamos, que agravan esto, que sea la pobreza o el acceso a las tierras o normas sociales, etcétera. Gracias. Je crois que sur la première question, peut-être je peux répondre. Et puis, Sayo, comme c'est le genre, tu vas pouvoir apporter ta réponse. Bon, je crois qu'il n'y a pas de chiffre, no hay una cifra, digamos, a nivel nacional que se... Bueno, al menos yo no la conozco, no conozco la cifra de esas del porcentaje de mujeres con las migraciones climáticas, pero claro, lo que se puede decir es que en Senegal, como Sayo lo ha explicado, la gente que emigran son más o menos hombres. Y por eso las mujeres han empezado a emigrar, incluso han empezado a coger los barcos muy recientemente. No es es un fenómeno muy, bueno, si digo recientemente, de 10 años anteriores. Y claro, solo conozco un pueblo o unos pequeños pueblos que están destrozados por las aguas cerca de San Luis, y también el barrio de los pescadores que hablaba Sayo Guernar es muy amenazado. Y claro, eso no puedo decir que está solamente poblado con mujeres, están hombres y mujeres y niños y todo.
es lo que quería aportar como respuesta. Sayo, a toi. Merci beaucoup, papa. Merci pour la question qui est très pertinente. Et justement, sur les aspects qui pourraient expliquer cette prédominance des femmes, si bien qu'elle n'est pas pour le moment mesurée, je voudrais juste dire que c'est un ensemble de facteurs qui sont imbriqués et qui font que souvent on parle plus du facteur foncier, le fait qu'elle n'ait pas accès au foncier, mais on a vu par exemple sur le programme CRDI que c'est un ensemble de facteurs imbriqués qui peut concerner à la fois les mobilités matrimoniales, notamment lorsqu'elles divorcent, mais aussi en situation de veuvage, et aussi les facteurs économiques qui font que souvent elles sont en périphérie des activités économiques. Par exemple, sur l'élevage, on a vu que sur la transhumance, par exemple, sur le mémoire de Fatoumata, elle montrait clairement que le fait qu'elle soit obligée de suivre le mari dans les situations de transhumance familiale les exposait non seulement davantage à ces déplacements, mais aussi les exposer à des questions d'accès aux soins, parce que souvent enceinte ou en grossesse ou avec des enfants à charge, elles doivent se déplacer avec leur cuisine, leurs enfants, etc., ce qui n'est pas de nature aussi à favoriser leur insertion dans une activité déterminée et qui fait que même lorsqu'elles sont insérées, par exemple sur la pêche à Saint-Louis, on a vu que c'est elles qui sont beaucoup plus sur la vente de poissons, mais aussi sur la transformation. Et souvent, elles ne sont pas au cœur de ces activités économiques, ce qui fait qu'elles sont toujours en marge. Et avec ces mouvements de déplacement, qu'ils soient familiales ou professionnels, elles sont davantage exposées, si bien que on pense que le foncier est un élément important, mais à mon avis, c'est pas le seul et qu'il faut regarder cette vulnérabilité vraiment dans une perspective intersectionnelle, mais aussi synchronique, notamment en termes de cycle de vie, mais aussi en termes de cycle de mouvement, mais aussi de cycle professionnel. Merci beaucoup. Si vous permettez juste une dernière question, en fait, j'ai en mémoire un projet, des projets de la FAO. Je ne sais pas si vous connaissez le 1 million de citernes pour le Sahel, ou la restauration des mangroves. Ont-ils permis aux femmes de diversifier un peu le revenu, de stabiliser les populations de les zones salinisées, ou est-ce qu'il y avait un impact dans ce sens? Bon, je ne sais pas franchement si ce projet aussi a touché le Sénégal, parce que je ne me suis pas documenté sur ça, mais oui, il y a beaucoup de projets sur le mangrove, sur les mangroves au Sénégal. Hay muchos proyectos con el mangrove en Senegal, y porque intentan plantar, digamos, mangrove en las estuarias de Sine Salum, de Cafrín y todo el delta de Salum. Y I mean, son actividades que veo yo siempre que voy por allá, y que también veo la televisión, y que creo que están en ello. Y además también los mangroves, como ya sabes, son sitios donde dan mucho trabajo y actividades a las mujeres en Senegal. Ça, je ne sais pas si tu veux dire Oui. quelque chose, c'est ça? Pour justement étayer ce que tu dis, moi je voudrais juste repartir de l'exemple de Sin Saloum où je sais que j'ai eu à travailler aussi sur des dynamiques communautaires qui essayaient de lutter contre l'érosion côtière et de voir comment les groupements de promotion féminine pouvaient contribuer là-dessus. Mais aussi voir comment, par exemple, à travers le plan de la Banque mondiale qui vient d'être mis en place avec l'installation du site de Dugo, j'essaie de répondre à la question pour dire est-ce que ça a permis aux femmes de se fixer? Moi, je crois que non, parce que sur le cas de Sin Saloum, les dynamiques étaient très communautaires et si bien que les groupements de promotion féminine faisaient des choses, mais ça faisait écho avec ce qui se faisait avec les groupements des jeunes, mais aussi les chefs de famille, si on peut dire. Donc, c'était vraiment une approche familiale.
qui Mhm. fait que la situation des femmes dans ces familles aussi ne leur permet pas d'être, je veux dire, de se séparer de la logique communautaire, mais même si elles y jouaient un rôle important pour pouvoir se fixer, mais c'est difficile de voir si clairement elles auraient pu se fixer sans être attachées à ces ménages ou sans être attachées à ces dynamiques familiales. Et ce qui concerne le cas de Dugop, on a vu que, par exemple, les familles ont été si je peux pas délocalisées, ont été recasées à Khariala, qui est à côté de Bango, mais aussi juste à côté de l'université. Mais ce qui se passe, c'est que la journée, les femmes retournent sur l'île pour, comme les hommes, hein. Les hommes vont aller vers Kayar, pour ou des autres zones côtières pour essayer de faire l'activité de pêche puisqu'ils n'ont plus de possibilités ou c'est très saturé à Gendar. Mais pendant ce temps-là, les femmes vont retourner en journée sur l'île ou au marché, mais le soir, elles reviennent. Donc, c'est les deux exemples que j'ai pour le moment. Peut-être que si on creuse du côté de la Mauritanie avec la bande de pêche, on pourrait aussi regarder si cette question pourrait être mieux prise en charge. Merci. Merci beaucoup. Tiene una pregunta. Hanan, ¿no? Sí. Hanan, tiene la mano levantada. Hanan. Hola, mis amigos. Joan, Alex, Isabelle, Maria, Isolda et autres amigos. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec les collègues Papa, Monsieur Papa et Madame Sadio. J'ai deux questions. Ma première question, c'est pour Madame Sadio. Vous avez parlé, Madame Sadiou, des maladies hydriques. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, Alors, Sadio, les maladies hydriques, vous avez des exemples? oui, celle qui est la plus remontée, c'est la bilharziose. Puisque les enfants sont très exposés parce qu'elles jouent à côté de la rivière, mais elles vont y faire la lessive, pas la lessive, elles vont se laver, ils vont se laver dedans et ils vont boire dessus, ils vont l'utiliser vraiment beaucoup. C'est la bilharziose qui est beaucoup plus remontée. Et quand on a aussi vu, récemment en septembre avec l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, voilà, on pensait qu'il y aurait des cas de contagion avec le moustique notamment, qui était aussi très présent dans les zones où il y avait de l'eau. On a vu aussi que les enfants étaient beaucoup plus exposés à avoir la FVR plutôt que les autres catégories. Donc, en termes de maladies hydriques, ce qui était vraiment ressorti, c'est la bilharziose et la FVR. D'accord. Merci beaucoup. Une petite question. J'aimerais bien savoir pourquoi les femmes, ils n'ont pas au centre des rapports de force à Saint-Louis, sociologiquement parlant. Avec les hommes? Je ne sais pas, avec les hommes, avec les autres. Alors, les femmes, on va dire que quand on regarde l'échiquier de la gouvernance locale de l'eau, souvent dans le prolongement des activités ou de la répartition des rôles reproductifs et des rôles productifs, on voit plutôt les femmes dans tout ce qui est activité domestique, les décisions domestiques, les décisions économiques qu'elles peuvent faire entre femmes. Mais dès qu'il s'agit de remonter en espace public ou dans ces espaces reproductifs, si bien que même les programmes, les politiques publiques imposent des quotas de représentation des femmes, il y a vraiment toujours la perception, mais il y a les perceptions, mais il y a aussi les normes sociales qui ne favorisent pas du tout la participation de ces femmes dans ces espaces mixtes pour des raisons purement traditionnelles ou sociales et même parfois légitimées religieusement, qui font que même si les hommes associent les femmes ne vont pas vouloir parler parce que pour elles,
parler ou s'impliquer à la hauteur des hommes, c'est s'inscrire dans des relations de défiance en public, alors qu'elles n'ont pas besoin de justement d'être dans ces rapports. Elles sont dans des logiques de négociation qu'elles vont plus mettre en avant au sein de leur ménage, ce qui fait que même si c'est elles qui décident sur certaines choses, elles vont plutôt laisser la préséance aux hommes pour ne pas, voilà, il y a beaucoup d'éléments sur l'économie morale du genre en termes d'honneur, garder la façade des hommes, respectabilité, ne pas prendre des décisions en face des hommes. Donc, il y a toute une alchimie interne qui n'est pas exposé dans ces instances de gouvernance et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est tenté de penser que, certes, il y a des rapports de force, il y a des rapports sociaux entre ces hommes et les femmes, mais elles ne sont pas mises en avant dans ces instances de gouvernance et qu'elles sont négociées dans l'espace privé. Et si on veut vraiment être dans des espaces où elles peuvent prendre mieux pleinement ce qui leur revient, ça c'est mon avis personnel, c'est qu'il faut plus favoriser des espaces de solidarité féminine, des espaces où ces réseaux de femmes peuvent interagir, monter en croissance et ne pas les mettre toujours avec les hommes. Et ça pose de grands débats sur l'égalité. Voilà. Donc, on n'aura pas l'occasion de d'éplucher. Mm. Merci beaucoup pour Monsieur Papa. Comment les changements climatiques poussent la population locale à quitter leur territoire et bien sûr se déplacer vers un autre milieu géographique et aussi socio-économique à Saint-Louis. Bon, je ne sais pas si je dis bonsoir ou bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour la question. Wow, je crois que c'est une question qui, c'est une thèse, hein, cette question-là. Oui. Cette question-là. Mais bon, bref, je vais essayer d'expliquer un peu. Peut-être pour revenir à la question que vous aviez posée à Sayo, je crois qu'il n'y a pas seulement que la bilharziose, il y a aussi la diarrhée et puis le paludisme parce qu'il y a souvent la stagnation de moustiques qui prolifèrent sur le fleuve. Ça aussi, ça donne du paludisme, quoi. Et puis, les eaux stagnantes aussi, ça peut donner la diarrhée quand les gens boivent cette eau-là. Ça aussi, juste pour ajouter ce que Sadio avait dit. Maintenant, sur votre question sur comment les changements climatiques font déplacer les personnes en fait, Bon, dans el caso del Senegal, los ejemplos que puedo explicar son muy escasos. Aparte lo de la sequía, que también mueve gente, la gente que tienen ganado, y los fulani, mi etnia, y que hacen transhumancias muy grandes en largas distancias, eso también porque van a buscar agua. Y cuando es la época de lluvias se quedan a donde viven, pero cuando es la época de sequía se van a otros lugares para buscar agua. Prácticamente buscar agua y zonas pastorales, ¿no? Porque no lo tienen a casa. Y la otra cosa que puedo decir es la salinización de los suelos. En muchas partes de Senegal hay salinización, lo que hace también que la gente se desplaza mucho. Y claro, la salinización viene de un largo proceso de cambio climático, ¿no? De muchos años. Y también hay la erosión marina, que creo que Joan conoce el pueblo de Gendar, que es el más impactado ahora en Senegal y donde los pescadores se les han desplazado y viven cerca de la Universidad de San Luis, donde tienen unos plots, unos espacios donde viven ahora. Y que, como le explicaba Sayo, por la mañana van a pescar y luego por la tarde, bueno, vuelven a su nuevo espacio. Y también había explicado que hay unos pueblos que se han desaparecido totalmente del mapa de Senegal porque el gobierno de Senegal tuvo una fantástica idea de alargar lo que se llama la desembocadura del río Senegal. Bueno, fantástica en
en el sentido que está muy mal hecho, habían muy mal hecho, es una política muy mal hecha y desde entonces, pues la desembocadura va, bueno, esta zona, las aguas van impactando muchos daños al paisaje, ¿no? Por eso también el agua es muy fuerte y hacen desaparecer muchos pueblos. Esos son, digamos, en resumen, los casos típicos conocidos de Senegal que puedo hablar. Gracias. Merci. Creo que está ahí también con la mano levantada. Creo que es Enrique Ypres, que es colega de Jawad. Jawad ha invitado a un colega suyo que trabaja, que es especialista en temas del agua, que nos ha pedido poder asistir hoy también al seminario. Está ahí conectado, Enrique Ypres. Adelante, Enrique. Oui, bon après-midi. Mon français, désolé, c'est très mauvais, mais j'essaierai de dire quelque chose. Le premier, c'est féliciter les orateurs, bien sûr, pour les gens qui ne connaissent pas bien le Sénégal, c'est très clair. Je me souviens qu'il y a 20 ans, que le président était Abdoulaye Wade, peut-être, est venu à la France pour demander que pour arrêter l'immigration, il faut faire quel barrage et quels travaux sur l'eau, parce que c'était la clé, le problème plus grand pour il à ce moment. Je crois que c'était l'an 2006. Et alors, j'ai été à la Commission internationale des grands barrages, que c'est un des chapeaux que je porte. Mais il y a une autre, parce que nous avons commencé maintenant à Valencia. Nous avons créé les centres internationaux sur le conflit de l'eau. Parce que je ne sais pas si vous connaissez qu'à Valencia, nous avons le tribunal de Sceaux, qui est l'institution islamique plus ancienne encore en fonctionnement à l'Europe. A été nominé comme patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et alors, on a proposé profiter de cette question pour lancer un centre pour aider à la solution des conflits. C'est encore un petit fil pour commencer. Et alors, c'est une opportunité pour vous connaître et voir s'il y a quelques synergies, ou nous pouvons collaborer de quelle manière nous sommes ouverts, parce que Jawad nous a recommandé, et je remercie pour l'invitation, pour se connaître. Et je crois qu'il y a quelque chose que peut-être possibilité de collaboration. Yo aussi, je veux dire que j'étais le passé un des fondateurs d'Ingenieros Sin Fronteras, Ingénieurs sans frontières, et nous avons fait le premier projet espagnol à les portes pour les pêcheurs du Sénégal. Dans ce moment, il y avait un grand problème contre le gouvernement, parce que le gouvernement protégeait les pêcheurs espagnols qu'il y avait, surtout de Galicia, et le pêcheur local avait problème. Et nous avons travaillé avec les jeunes étudiants qui sont partis de Valencia à Sénégal pour faire quelques ouvrages, quelques travaux pour avoir un port plus fonctionnel pour les pêcheurs locaux. Mais c'est toute ma participation en Sénégal, à part d'avoir visité Dakar quelques fois pour événements, etc. Et c'est tout. Seulement, je voulais vous remercier pour l'invitation et avec l'espoir de nous trouver plus souvent si c'est possible. Et féliciter l'initiative. Merci. Merci Muchas beaucoup. gracias. Je crois que ton français est très clair. On a tout à fait compris ce que vous voulez dire et puis on vous remercie. Je crois que Sadio peut-être est intéressé avec l'aspect genre sans frontières. Et puis, oui, en fait, le président que vous disiez, c'était Ablaye Wade, oui, mais je ne sais pas de quel barrage il parlait. Mais bon, on a eu un président qui s'appelait Ablaye Wade, oui, ça c'est vrai. Sadio, à toi.
Oui, oui, moi je suis tout à fait très charmée aussi par ces initiatives hein, dont vous avez parlé. Et nous sommes aussi très ouverts, notamment pour collaborer dans ce cadre-là. Et donc, c'est juste pour confirmer ce que papa vient de dire. En tout cas, merci beaucoup pour cette ouverture. Dale tú. Si vous me permettez, en fait, je voulais juste rajouter un petit témoignage tant que mon ami Enrique a mentionné ses rapports avec le Sénégal, qui date depuis un moment. En fait, en 2018, quand je travaillais à Oman en tant que directeur de la recherche d'un centre de recherche au domaine du dessalement, on a reçu une délégation de Sénégal. Il y avait un projet, le premier projet de dessalement de l'eau de mer à Dakar ou à côté. Et donc, on a reçu une délégation de Sénégal qui était en fait composée de maires de l'association des pêcheurs, de développeurs qui était, je pense, Suez, la compagnie française, et je pense quelqu'un de Sonès. Donc, il y avait en fait une délégation intéressante pour venir, qui sont venus à Oman pour un peu comprendre un peu le dessalement et surtout l'impact environnemental qu'il peut avoir le dessalement sur l'activité des pêcheurs. Donc, juste entre parenthèses, donc je voulais juste mentionner ça parce que je sais que au Sénégal, il y a pas mal d'activités liées à la gestion de l'eau et donc et là, on parle plutôt de migration et de le rôle des femmes et je pense que il y a beaucoup de choses qui sont connectées et qu'il y a des impacts définitivement socio-économiques qu'on doit aborder dans ce genre de projet. Merci. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, il y a, depuis le gouvernement de Macky Sall, il y a une volonté de construire une grande usine de dessalement à Dakar. Donc, mais comme je ne suis pas le projet et que je ne suis pas au pays, peut-être que Sayo peut nous faire une actualisation de ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a ce projet de dessalement, mais il y en a un aussi qui est en ce moment négocié avec les Saoudiens autour du port de Ndayan, qui se trouve sur la côte. Et il y a aussi ce projet-là. Et parallèlement, il me semble, il y a un autre projet aussi que le gouvernement du Sénégal est en train de voir avec les Japonais pour transformer l'eau du barrage en eau potable. Donc, il y a aussi ces éléments. En plus, j'ai aussi été en lien avec papa, d'ailleurs, avec les pêcheurs de Ndar. Tu te rappelles le comité de la pêche artisanale, Tout à qui sont fait. de plus en plus, voilà, en train de se... Ils m'ont recontacté même après pour me dire qu'ils étaient en train de se constituer en collectif pour justement non seulement s'offusquer des hydrocarbures qui sont reversés voilà, sur la mer, mais aussi voir comment parler de dédommagement climatique compte tenu des enjeux que cela a impliqué, notamment pour la pêche artisanale, mais aussi sur les emplois créés par cette pêche artisanale, qui non seulement est aujourd'hui menacée par la pêche industrielle, mais avec l'action des hydrocarbures, vient aussi en jeter une couche encore beaucoup plus cruciale. Donc, pour dire qu'effectivement, ce serait important de voir les impacts économiques et sociaux, non seulement des activités de pêche, mais aussi en lien avec les programmes étatiques, mais aussi avec l'action de BP et des hydrocarbures dans la zone qui sont de plus en plus très présents. Merci. El artículo que nos mandó el Papa habló de lo que ha estado hablando de Dakar, que es una actividad que está vinculada con Naciones Unidas. Y esa información la subí a Report, pero es que es súper importante. Y yo pensaba que ya la habíais mirado por el tema de proyecto. No he oído nada, ¿eh? No, es normal porque estaba hablando muy bajito por no interrumpir. Es que justo cuando mandaste el artículo, que bueno, la nota que habías publicado, hablabas de una serie de cuestiones que aproveché para buscar información y la subí en RedWorks. Era justo eso lo que estaba comentando. Ok, gracias. No era muy relevante. Sí, que lo es, pero bueno.
Por eso no estaba ni levantando la mano. Ok, no pasa nada. No sé, si necesitáis hacer alguna pregunta o algo. La actividad está programada hasta las 6, Ahí se dice. pero tenéis... Sí, Hanan tiene... Hanan, sí, Hanan. Vale. Hanan. Merci. Concernant le dessalement de l'eau de mer, est-ce que vous avez une collaboration avec le Maroc, soit au niveau des politiques publiques ou au niveau de la recherche scientifique entre les établissements universitaires ou Pour cette question, je ne pourrais pas répondre directement parce que je n'ai pas vraiment les éléments nécessaires pour ça, mais je sais qu'on a beaucoup de coopération avec le Maroc. C'est un pays ami et frère. Donc, et je crois que peut-être Sadio peut parler sur ça. Je crois qu'on a des compagnies marocaines de l'eau au Sénégal, Sadio, dans le nord, non? Si je me trompe. Plutôt une compagnie d'électricité, la Commencel. d'accord. Voilà, on a la Commencel, mais sur le dessalement, pareil, il faut qu'on se renseigne. Il me semble, hein, de mémoire, mais je crois qu'il y a quelque chose, mais je suis pas très claire. En ce qui concerne toujours le déplacement du pôle de Ndayane, du port de Ndayane, et il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Peut-être qu'on prendra le temps d'avoir l'information plus clairement, comme ça on pourra vous revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Et pour ne Oui, pas... tout à fait. De mon côté, je pense il y a une collaboration entre l'ONE et le SONES, surtout en matière de formation. Et je me rappelle en 2018, quand on avait réuni les délégations des pays, le Sénégal inclus, le Maroc, etc. Donc, on avait essayé vraiment de voir les connaissances existantes au Sénégal, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, etc. Et les pays qui en ont besoin. Donc, pour un peu booster l'échange entre les deux pays, entre les différents pays en fait en matière de dessalement. Je pense qu'il y a déjà une collaboration établie, mais il faut voir. Mais au niveau du secteur privé aussi, je sais que la compagnie Watec, qui est très active au Maroc dans les projets de dessalement et de traitement d'eau, ils sont présents au Sénégal et dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Merci. Le Maroc est très présent au Sénégal, hein. Ce n'est pas seulement l'eau, il y a les assurances, il y a les banques. I mean, hay muchas cosas que compartimos con Marruecos y es un sector, invierten mucho en Senegal, en los bancos, en los seguros y todo eso, ¿no? O sea, no solamente es el agua, creo. He visto también, Papa, dans le quartier de Soumbédioune, à Dakar. J'ai trouvé le port de pêche qui a été construit pour la coopération marocaine. Effectivement. Ça, je ne le savais pas, mais effectivement. Mais, par exemple, la grande mosquée de Dakar était construite par le Maroc. Ça tout le monde le sait. Donc, depuis Hassan II, ou bien peut-être même le père de Hassan II, mais ça date de longtemps, quoi. Donc, c'est une architecture vraiment à visiter, quoi. C'est là où il y a même le centre islamique, quoi, de Dakar. Tout ça, pour vous dire qu'on a beaucoup de coopération avec le Maroc. Je crois que c'est l'un des pays maghrébins avec le plus qu'on a de coopération. Vous avez parlé avant du cas du quartier de Guet-Ndar à Saint-Louis. C'est un cas très particulier parce que l'île de Saint-Louis, elle est touchée pour la montée du niveau de la mer, mais en même temps pour la montée du niveau de la rivière, mais en même temps pour l'impact de cette intervention humaine. Papa, il a raconté avant le problème avec la langue de Barbarie, pour l'impact de l'ouverture de la langue. Et bon, Marc et moi, nous avons visité l'année passée le quartier de Guet-Ndar, le quartier des pêcheurs, et nous avons trouvé qu'il y a surtout les femmes et les enfants qui restent sur place.
mais il n'y a pas beaucoup d'hommes. Non? Nous nous demandons si c'est à cause de l'immigration ou s'il y a d'autres questions. Mais nous avons trouvé que ce sont surtout les femmes qui sont touchées, non? Même ça pour les problèmes ambientaux, pour les problèmes de l'érosion de la mer. Bon, ce sont les femmes, non? Et les enfants qui restent. Il y a d'autres populations qui ont été déplacées à l'intérieur de Saint-Louis, mais la population qui reste dans le quartier, ce sont surtout des femmes et des enfants. Alors, Sadio, c'est toi le spécialiste de genre, donc voudrais-tu répondre à Joanne? Juan, c'est une très bonne question, vraiment. Et je sais je suis en train de vous le chercher, il y a Delphine Salle qui vient de soutenir une très belle thèse justement sur l'habité de Guetnar comme espace réduit justement par la montée des niveaux d'eau de la mer et du fleuve. Et elle essaie de faire une anthropologie urbaine de la ville sous pression climatique, où elle essaie de décrire comment les femmes, justement, reprennent l'espace, habitent l'espace. Et ça, c'est les géographes, hein, le concept d'habiter. Et vraiment, elle a fait une très belle thèse là-dessus, sur l'habiter Guetnar, quand les hommes sont partis en migration et que l'espace se réduit, comment les femmes prennent le pouvoir et comment la rue devient un espace de socialisation des jeunes filles et des jeunes garçons, mais aussi la transformation des espaces physiques de l'habité en espace temporel pluriel. Et donc, je pourrais vraiment partager cette thèse à laquelle j'avais pris part justement à la soutenance. Et je trouve que c'est une très belle thèse qui répond parfaitement et d'autant plus qu'elle est soutenue en 2025, décembre, voilà, septembre 2025. Donc, je pourrais mettre ça à votre disposition pour vous permettre aussi de voir tout ce qu'elle en décrit comme anthropologue, mais qui répond clairement à la question, où sont les hommes? Et ils sont à la mer, mais aussi ils sont dans les mbars. Les mbars, c'est les espaces qu'on appelle les grands places. Et elle essaie de montrer que la maison n'est pas un espace pour les hommes et que les hommes, pour montrer leur masculinité, ils doivent être dans les bars, comment on va dire, c'est des petits espaces qui sont au bord de la mer où quand ils reviennent de la pêche, ils vont se poser là-bas. C'est là-bas où ils vont construire leur humanité, leur masculinité, et que ces espaces ne sont pas accessibles aux femmes. Qui gardent la maison, mais qui aussi transforme tous ces espaces, cuisine en salon, salon en dortoir, et vraiment la mobilité sur ces espaces, c'est une très belle description que je pourrais mettre à votre disposition. Bueno, lo que puedo decir eh, con los pescadores en Gendar es que se tiene que decir que Gendar es un barrio, en el futuro que no es sostenible, porque vive una población muy numerosa y en una banda de tierra muy estrecha entre el río y el mar y en el futuro yo no creo que esto pueda ser sostenible. La idea es ahora intentar desplazarlos porque hay también la erosión del mar que impacta también las habitaciones, pero claro, se tiene que decir que estas poblaciones se llaman lebus, son los lebus, que son las poblaciones pescadoras, pero también son muy móviles y pueden ir a pescar en otros lugares muy lejos de este barrio, por ejemplo, más en el sur, en Cayar, que Joan también tú conoces, y también en la Petite Côte, en Bou, y luego se les señalan mucho en otros países como Mauritania y también Guinea-Bissau o todos los países costeros que tienen muchos peces.
y los más grandes pescadores de Mauritania son los lobos, vienen de cerca. Y hay también a veces conflictos entre los estados, porque, bueno, van a las aguas que no son aguas de Senegal y hay problemas con la aduana y con la marina y todo. Y son problemas recurrentes que también podemos observar. Todo eso para decir que es una comunidad muy, muy móvil y no me extraña esta tesis que dice la Sayo y que habla de los espacios de las mujeres que ocupan ahora por el detrimento de los hombres. Eso sí. Ujú. Muchas gracias. El âge. Pardon. Hanan, creo que tiene levantada la mano. Ok. Madame Sadiou, vous avez parlé de l'anthropologie de l'eau. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des méthodes traditionnelles de la gestion de l'eau, surtout de l'eau d'irrigation au Sénégal, comme par exemple au Maroc, les traditions d'Issagia ou l'Ikhtara? Merci beaucoup pour cette question. En fait, il y a mon collègue Ibrahima Bao, qui travaille sur cette question justement, sur l'anthropologie de l'eau autour des perceptions, des pratiques d'irrigation, mais aussi des pratiques sociales. Et je crois qu'il est plus habilité à parler de ça, mais aussi on pourrait mettre à disposition des publications qu'il a fait dans ce sens-là, notamment en travaillant avec le laboratoire de géographie qui s'appelle Lady et qui ont aussi beaucoup travaillé sur cette question-là, sur l'anthropologie, les croyances autour des pratiques agricoles, mais aussi autour des pratiques domestiques et aussi même de l'eau de manière générale. Quand on regarde les imaginaires sur Mam Kumba Bang, Lagdaour, toutes ces images féminines hein, qui seraient des esprits qui seraient qui protégerait la mer de Saint-Louis, le fleuve de Tel, etc. Où ils ont il y a des concepts qu'ils utilisent vernaculaires pour expliquer tout ça, pour la protection, avant d'utiliser l'eau, quand on y est, pour l'irrigation, etc. Je pourrais mettre à disposition aussi cette littérature qu'il a beaucoup investi en tant qu'anthropologue et depuis plus de 20 ans. Ça m'intéresse beaucoup, merci Oui, beaucoup. avec plaisir, avec plaisir. Merci. Moi, je sais si tenés alguna. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, non. Sinon, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Et bon, on va planifier le prochain séminaire avec Yawad. Je vais essayer de parler demain avec Jawad pour trouver une date pour le prochain séminaire. Et bon, comme ça, on va compléter un peu le cycle de séminaire d'abord. Et après, on va essayer de démarrer non, la deuxième phase non, du projet au niveau du travail de terrain. On va essayer non, d'initier de démarrer le contact avec le terrain aussi au Maroc et au Sénégal. Et bon, je ne sais pas si ya tenéis más cosas, alguna cuestión que queráis comentar. No sé si... No, si solo quería decir que no olvidáis la conferencia de las Naciones Unidas sobre agua en Senegal. No sé si alguien puede participar en eso y cómo tener una invitación, no sé, pero sería interesante que alguien pueda... Je ne sais pas qui, Sayo, est-ce que tu as une entrée avec la conférence des Nations Unies au Sénégal sur l'eau qui va se tenir? J'avoue que j'avais eu le mail qui disait si vous êtes intéressé pour organiser quelque chose, mais je n'ai pas réagi.
Yo, Sara, tu debes yo utilizar. personalmente fui invitado a la conferencia que tuvo lugar en Dakar a finales de enero, pero como coincidió con otro evento no he podido participar, pero creo que puedo conectarme con algunos de los organizadores eventualmente y si alguien interesado puedo digamos, intentar conectaros y ver si se puede participar, ¿no? O como has dicho, organizar una sesión o algo durante el evento. Muy Estaría bien. bien. Sí, sí, sí. ¿En qué fecha está prevista? ¿Quelle est la date? Yo sé quelle date, parce que moi, je sais que c'est pas novembre. Yo creo que diciembre, si no me Oh, equivoco. ok, diciembre. Tengo que averiguar. Muy bien. Bien. Pero este año hay muchísimos eventos internacionales del agua, hay muchísimos. Hay el Foro Mundial del Agua en Saudi Arabia y luego hay International Istanbul Forum en, creo, primera semana de mayo. Y también en Marruecos hay dos grandes eventos. Bueno, hay muchísimos, pero habrá que elegir cuáles son más, digamos, apropiados para el proyecto. Muy bien. Ok, es del 2 al 4 de diciembre en Senegal, sí. Perfecto, pues si os parece bien, mañana, Yaguat, intentamos hablar para poner una Vale, fecha para el próximo vale, seminario, perfecto. si ya Vale, concretamos fecha también. de Y acuerdo. bueno, vamos avanzando. Pues no sé si no tenéis más cosas, yo creo que por la hora que es, ¿no? Tenemos también otras obligaciones, todas. Creo que podemos cerrar aquí hoy, espero que ha sido muy interesante. Y nada, continuamos. Muy bien. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Gracias, Nos- papá. Muchas gracias. Merci, Sayo. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir, hasta revoir. luego. Gracias Merci beaucoup. por Bye. el estadio. Merci. Gracias Au a los revoir. participantes.